Bonjour à tous, je suis Anne-Catherine Dumortier, docteur en pharmacie et naturopathe, responsable du département sciences d'Energetica Natura pour la France. Energetica Natura est une entreprise de compléments alimentaires spécialisée en santé intégrative et fonctionnelle. Chez Energetica Natura, nous sommes en permanence à la recherche de nouveaux outils et supports de formation. C'est pourquoi je suis vraiment ravie de lancer cette série de podcasts, les Capsules Pro Energetica Natura. Ces capsules pro seront pour vous de formidables rendez-vous de formation en médecine fonctionnelle et santé intégrative. Nous y aborderons des thématiques que vous rencontrez chaque jour dans vos cabinets et pour lesquelles des thérapeutes experts partageront leurs connaissances et leur expérience pratique. Cela vous permettra d'acquérir de nouvelles clés de compréhension et d'enrichir votre pratique. Retrouvez-nous régulièrement pour ces rendez-vous destinés aux professionnels de santé. Pour ces podcasts, nous aurons l'honneur de recevoir des experts. Les thèmes abordés seront traités sous des angles très pratiques, illustrés d'études scientifiques récentes, et cela vous permettra d'enrichir vos connaissances, de développer votre pratique et de mieux accompagner vos patients, que vous soyez expert ou débutant. Alors bienvenue dans nos podcasts et laissez-vous inspirer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de nos capsules pro Energetica Natura consacrées au coenzyme Q10. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Aurélien Nunes. Bonjour Aurélien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Dans le premier podcast, vous aviez évoqué le coenzyme Q10 de manière générale et aussi dans la prévention des maladies chroniques et des troubles liés au vieillissement. Aujourd'hui, on va plutôt parler du coenzyme Q10 pour les problématiques cardiovasculaires. Pourquoi avoir choisi cette facette-là du coenzyme Q10 ? Merci Anne-Catherine de me recevoir dans ce deuxième épisode consacré au coenzyme Q10. J'ai décidé de développer dans cet épisode les bénéfices du coenzyme Q10 dans la prise en charge des maladies cardiovasculaires, notamment parce que les maladies cardiovasculaires constituent la première cause de décès dans le monde. On calcule qu'environ 18 millions de personnes décèdent dans le monde d'une maladie cardiovasculaire, comme les infarctus du myocarde et comme les ACV, donc les accidents vasculaires cérébraux, ce qui représente environ un tiers des décès dans le monde. J'imagine aussi que d'un point de vue économique, ces maladies cardiovasculaires ont un poids considérable. Absolument, les maladies cardiovasculaires ne représentent plus seulement un problème de santé publique, mais représentent aussi un vrai fardeau économique. Les prévisions dépassent le milliard de dollars d'ici 2030. Alors on va commencer par le début, donc l'athérosclérose comme point de départ de ces maladies cardiovasculaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'athérosclérose ? Tout à fait. Donc l'haltérosclérose, c'est une maladie inflammatoire qui implique une réponse du système immunitaire cruciale. Donc elle va se caractériser par l'accumulation de cellules inflammatoires dans la paroi artérielle. Ces cellules vont générer et synthétiser un certain nombre de molécules pro-oxydantes, mais aussi de cytokines pro-inflammatoires. Autrefois, on pensait que cette maladie était uniquement due à un excès de cholestérol. Maintenant, on sait que les réponses immunitaires et inflammatoires jouent un rôle clé dans son initiation, mais aussi dans sa progression. Et donc quelles sont les étapes stratégiques du développement et de la formation de la plaque d'athérome ? Le processus de formation des plaques d'athérome est un processus qui va se dérouler en plusieurs étapes. Tout d'abord, le cholestérol LDL donc, va s'infiltrer et s'accumuler dans la paroi, enfin dans l'espace sous-endothélial des artères, notamment au niveau des carrefours et des bifurcations de l'arbre vasculaire, puisque ce sont des zones en fait, qui sont particulièrement soumises à des forces de cisaillement dues en fait, au flux sanguin qui est plus turbulent à ces niveaux-là, ce qui va produire donc, des dommages au niveau de l'endothélial et donc qui va favoriser l'infiltration du cholestérol LDL dans son intérieur. Donc c'est important de se rendre compte déjà que l'haltérosclérose, c'est vraiment une maladie de l'endothélium. Et puis ensuite, donc, ces particules de LDL piégées dans cette paroi artérielle vont s'oxyder, ce qui va déclencher en fait l'activation de l'endothélium, qui va sécréter un certain nombre de substances qui vont participer au recrutement de monocytes, qui vont se transformer en macrophages dans les tissus, qui vont phagocyter donc ce fameux LDL oxydé et se transformer en cellules spumeuses qui vont être chargées de lipides. Ces cellules, à leur tour, vont sécréter un grand nombre de cytokines et de chimiokines qui vont entraîner le recrutement d'encore plus de cellules pro-inflammatoires, notamment les lymphocytes T, dans cet espace sous-endothélial. Puis, en fait, au cours de l'évolution de sa plaque, donc on parle d'un processus qui dure en fait plusieurs années,
les cellules musculaires lisses vasculaires vont migrer vers l'intima et vont en fait former une sorte de coiffe fibreuse autour de ce noyau d'athérome pour le consolider, en sécrétant notamment un certain nombre de molécules de la matrice extracellulaire, comme du collagène, comme des élastines. Néanmoins, malheureusement, encore une fois, au fur et à mesure que les années passent, les cellules pro-inflammatoires vont dégrader cette matrice extracellulaire et donc vont affaiblir cette coiffe fibreuse. Et cela, en fait, va nous amener à la dernière étape de cette maladie, qui est la complication de la plaque, où en fait, cette lésion va progresser, les cellules vont mourir, et va se former un noyau nécrotique. Et quand la coiffe fibreuse va se rompre, les différents composants de la circulation sanguine vont entrer en contact avec le cœur de cette plaque et cela va en fait produire des phénomènes de thrombose qui vont produire donc l'occlusion du vaisseau et entraîner les événements ischémiques aigus. La formation de la plaque d'athérome, c'est donc un processus complexe et long qui va se dérouler sur plusieurs années. Est-ce qu'il Exactement. existe des études cliniques qui montrent justement la complexité de la formation de la plaque d'athérome? Voilà, tout à fait. Comme je viens d'expliquer, donc c'est un processus qui est extrêmement complexe. Et sur cette complexité vient s'ajouter d'autres éléments récents, dont notamment une étude publiée en mars 2024 dans une revue très prestigieuse de médecine, où notamment a été mis en lumière la présence de micro et de nanoplastiques dans les plaques d'athérome au niveau des carotides, des patients évalués dans l'étude, c'était environ 150 patients, et dans ce groupe de patients évalués, 70% de ces patients avaient des micro et nanoplastiques au niveau des plaques d'athérome. Et les auteurs ont pu établir que la présence de micro et nanoplastiques au niveau des plaques d'athérome multipliait par 4,5 le risque de souffrir d'un événement cardiovasculaire majeur. Donc on parle d'événements cardiovasculaires, on parle d'infarctus, on parle d'ACV. Donc cette étude clairement démontre que nous n'avons pas encore terminé d'apprendre les causes profondes de la maladie athérosclérotique et qu'on ne peut pas la résumer à un simple excès de cholestérol. En quoi le coenzyme Q10 va jouer un rôle dans la prévention de la formation de cette plaque d'athérome? Donc le coenzyme Q10, il va contribuer à améliorer et à stabiliser le processus d'athérosclérose. Tout d'abord, pour son action antioxydante, que ce soit au niveau des mitochondries et des membranes, il va donc permettre de réduire les radicaux libres de l'oxygène et donc permettre ainsi de réduire l'oxydation du cholestérol LDL, qui, comme je vous l'ai dit, est vraiment une des étapes les plus précoces de la maladie. Et puis de plus, en fait, le coenzyme Q10 va aussi activer une voie intracellulaire de l'AMPK, ce qui va entraîner d'une part l'activation de ce système antioxydant, et puis d'autre part, qui va permettre d'inhiber la voie inflammatoire de l'inflammasome NLRP3, et donc ce qui va permettre de réduire l'environnement pro-inflammatoire. Et en plus, le cholestérol va avoir un autre mécanisme extrêmement intéressant qui est l'efflux de cholestérol, c'est-à-dire que le coenzyme Q10 va stimuler les transporteurs lipidiques situés au niveau des macrophages. Donc, ces transporteurs, c'est les transporteurs ABCG1. Et en fait, cette activation va permettre d'exporter le cholestérol accumulé dans les cellules spumeuses vers les lipoprotéines de haute densité et contribuer ainsi à réduire l'accumulation de cholestérol au niveau de ces plaques. Est-ce que le coenzyme Q10 a aussi une action sur l'endothélium? On a vu que c'était un paramètre important dans la plaque d'athérome. Comment est-ce qu'il agit dessus? Tout à fait, le coenzyme Q10 va avoir aussi une action sur les dysfonctionnements de l'endothélium, notamment en augmentant sa capacité de dilatation. Et là encore, il existe des méta-analyses d'essais cliniques randomisés en double aveugle et contrôlés par placebo qui ont été faits sur le sujet, notamment une qui a montré une augmentation absolue de la capacité de dilatation de l'endothélium de 1,7% après une supplémentation en coenzyme Q10 dans des doses qui allaient de 150 à 300 mg par jour. Donc ça équivaut à une réduction quand même de 25% du risque cardiovasculaire résiduel chez ces patients. Ainsi, à travers l'action du coenzyme Q10 sur l'athérosclérose, est-ce qu'on peut dire que le coenzyme Q10 joue un rôle préventif contre l'infarctus aigu du myocarde? Alors, là encore, tout à fait, il y a des études qui ont été publiées sur le sujet, notamment je pense à une étude randomisée en double aveugle qui a été publiée en 2021, dans laquelle il y avait environ 900 patients qui ont été suivis quand même pendant 3 ans, qui montre que le groupe qui recevait 100 mg de coenzyme Q10 par jour présentait une réduction de près de 3 fois du risque d'infarctus
en comparaison au groupe placebo. Donc c'est vraiment quand même très significatif. Le coenzyme Q10 présente-t-il un intérêt dans la prise en charge précoce des accidents cardiovasculaires aigus comme l'infarctus du myocarde ou les accidents vasculaires cérébraux? Donc tout à fait, le coenzyme Q10 présente aussi des intérêts dans ces pathologies aiguës, pas seulement chroniques comme on vient d'évoquer avec la maladie athérosclérotique. Il y a des études qui ont été publiées sur le sujet, plusieurs études randomisées en double aveugle contre placebo, heu, qui ont suggéré donc que d'administrer des doses de coenzyme Q10, notamment aux alentours de 400 milligrammes, dans les étapes les plus précoces de ces événements, en maintien, enfin des doses de maintien durant les 72 heures, postérieures à l'événement, heu, ont permis d'améliorer notamment donc les lésions d'ischémie, reperfusion, que ce soit au niveau du myocarde ou au niveau cérébral. Ça a aussi permis une réduction du dysfonctionnement et du remodelage du ventricule gauche, donc qui est un paramètre crucial qui est toujours systématiquement évalué par les cardiologues, pour évaluer justement le risque d'insuffisance cardiaque post, événement. Et de même, dans certaines études, le coenzyme Q10 semble améliorer et réduire le score NIS, qui est une échelle clinique qu'on utilise, qu'utilisent donc notamment les neurologues pour évaluer la sévérité d'un ACV. On parle souvent de l'insuffisance cardiaque comme une des conséquences des accidents cardiovasculaires aigus. Est-ce que le coenzyme Q10 va avoir un impact et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur cette insuffisance cardiaque? En effet, il est très fréquent qu'une personne ayant subi un infarctus du myocarde développe une insuffisance cardiaque, dont la gravité dépend de l'étendue de cette lésion ischémique et du remodelage cicatriciel ultérieur. D'ailleurs, selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 64 millions de personnes dans le monde souffrent d'insuffisance cardiaque. Et comment est-ce que le coenzyme Q10 va améliorer cette insuffisance cardiaque? Donc, le coenzyme Q10 va améliorer l'insuffisance cardiaque par plusieurs mécanismes. Donc, tout d'abord, il va agir au niveau des mitochondries en permettant de réduire le stress oxydant et réduire l'inflammation systémique de bas grade, comme je vous l'ai évoqué dans le premier podcast, mais aussi dans ce podcast-là. Et en plus, le coenzyme Q10 va avoir une autre action extrêmement intéressante puisqu'il va permettre de diminuer la résistance vasculaire périphérique, qui est essentielle en fait pour réduire la post-charge cardiaque et donc améliorer la fraction d'éjection du ventricule gauche. Est-ce que cette amélioration induite par le coenzyme Q10 a fait l'objet d'études? Donc il y a beaucoup d'études publiées sur le rôle du coenzyme Q10 dans l'insuffisance cardiaque. Je pense notamment à une étude qui s'appelle le Q-Symbio, qui est une étude en fait multinationale, randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo, dans laquelle en fait on a montré qu'une supplémentation à des doses de 300 milligrammes de coenzyme Q10 par jour pendant 2 ans améliorait la classe fonctionnelle de l'insuffisance cardiaque des patients, chez 48% en fait des patients qui ont été traités par le coenzyme Q10 contre seulement 25% pour les patients qui ont été traités par placebo. De plus, on a remarqué dans cette étude que les patients sous coenzyme Q10 avaient une réduction de 66% du risque de survenue d'événements cardiovasculaires et de 55% du risque de mortalité par rapport au groupe placebo. Donc, c'est vraiment des résultats qui sont indéniables. On peut donc dire qu'une supplémentation en coenzyme Q10 à raison de 300 mg par jour permet de réduire l'insuffisance cardiaque? Tout à fait. Le coenzyme Q10 donc, va améliorer la fonction cardiaque en augmentant le débit cardiaque et en augmentant cette fraction d'éjection du ventricule gauche. Il va aussi permettre de réduire l'incidence d'arythmie cardiaque, qui est une complication très fréquente de l'insuffisance cardiaque. Et puis le coenzyme Q10, comme on l'a vu, va permettre de diminuer le risque d'hospitalisation et la mortalité. Dans le premier podcast, on avait évoqué l'intérêt du coenzyme Q10 dans les mécanismes de régulation de la glycémie, en particulier dans l'hyperinsulinisme. On sait que cet hyperinsulinisme va conduire à l'insulinorésistance, au diabète de type 2. Aujourd'hui, on estime à peu près 387 millions de personnes qui sont atteintes de diabète de type 2. On estime sensiblement qu'en 2035, il y en aura 592 millions. Est-ce que tu pourrais un petit peu approfondir ce sujet? C'est vraiment un enjeu de santé publique considérable. Le coenzyme Q10 a tout à fait sa place à jouer dans ce problème de santé publique majeur. Tout d'abord parce que le coenzyme Q10, en fait, il va permettre de réduire le stress oxydatif mitochondrial, notamment en inhibant donc, la production de radicaux libres, qui en général est surproduit au niveau
de la chaîne de transport d'électrons. Ça, c'est une des conséquences très fréquentes chez les gens qui ont des hyperglycémies. Et puis d'autre part, le coenzyme Q10, on l'a vu auparavant, on va aussi avoir des actions anti-inflammatoires qui vont donc permettre de réduire l'hyperinsulinisme, puisque au niveau biochimique, la voie de l'insuline et la voie de l'inflammation sont liées. Donc moins on a l'inflammation et moins on aura de résistance à l'insuline. C'est très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes qui sont impliqués via le coenzyme Q10 sur la régulation de la glycémie et sur la diminution de cet hyperinsulinisme? Donc tout à fait, il existe d'autres mécanismes par lesquels le coenzyme Q10 peut améliorer la résistance à l'insuline. Il y en a un qui est particulièrement prometteur, qui est l'action en fait modulatrice du coenzyme Q10 sur les protéines découplantes de type 2 qui sont présentes au niveau de la chaîne respiratoire des mitochondries, notamment dans les cellules bêta du pancréas. Et donc ces protéines jouent un rôle central dans le dysfonctionnement de ces cellules et donc dans le développement du diabète de type 2. Est-ce que tu peux nous donner quelques détails supplémentaires justement sur ces protéines découplants? C'est pas encore un sujet, je pense, qui est très bien maîtrisé par nos thérapeutes. Est-ce que tu peux investiguer un peu davantage, s'il te plaît? Donc tout à fait, les protéines décuplantes de type 2 vont jouer un rôle crucial dans le diabète de type 2 en agissant comme un régulateur négatif de la sécrétion d'insuline au niveau des îlots pancréatiques. Il faut savoir que les cellules bêta du pancréas vont détecter en fait une élévation du glucose et vont sécréter de l'insuline en réponse en fait à une augmentation du ratio ATP-ADP intracellulaire. Donc, les protéines découplantes de type 2 qui se situent au niveau de la chaîne de transport des mitochondries, enfin au niveau de, voilà, de la chaîne respiratoire, va contribuer à diminuer la production d'ATP, notamment parce qu'elle favorise la fuite de protons et donc la fuite d'énergie sous forme de la dissipation d'énergie sous forme de chaleur. Et donc ça va perturber la sécrétion d'insuline qui est stimulée normalement donc, par l'élévation de la glycémie. Et c'est pour ça notamment que des études ont mis en avant qu'une expression accrue des protéines découplantes de type 2 est associée à un dysfonctionnement des cellules bêta et au développement de diabète de type 2, donc que ce soit dans des modèles animaux ou des modèles humains. Et il y a aussi d'autres études qui ont montré inversement que la suppression des protéines découplantes de type 2 chez les souris, chez des souris en fait diabétiques, améliorait la fonction des cellules bêta. Et est-ce qu'il existe un lien entre le stress oxydant et l'activation de ces protéines découplantes de type 2? Effectivement, il existe des études, notamment sur des modèles animaux, qui indiquent que les protéines découplantes de type 2 peuvent être activées de manière significative par le superoxyde, donc qui est un radical libre de l'oxygène. Cette activation va évidemment produire, comme on vient de le voir, une inhibition, produire une inhibition de la sécrétion d'insuline qui est normalement stimulée par l'élévation de la glycémie. Et donc, cela va contribuer au dysfonctionnement de ces cellules et au développement du diabète de type 2. Donc, cette voie superoxyde protéines déculpantes de type 2 représente vraiment une cible thérapeutique de première importance pour améliorer la gestion du diabète de type 2. Et ainsi, le traitement par le coenzyme Q10 apparaît particulièrement prometteur, puisque le coenzyme Q10 a d'une part une action régulatrice des protéines déculpantes de type 2, et d'autre part, a une action antioxydante qui permet de neutraliser ce radical superoxyde. En conclusion, que montrent les études cliniques sur la supplémentation en coenzyme Q10 chez ces patients diabétiques de type 2? Donc là encore, il y a plusieurs études qui ont été publiées sur le sujet. Il y a d'ailleurs plusieurs méta-analyses d'études randomisées en double aveugle contre placebo qui ont démontré l'efficacité du coenzyme Q10, notamment pour réduire la glycémie à jeun, en général aux alentours de 10 à 12 mg par décilitre, et aussi de diminuer la valeur de l'hémoglobine glyquée, en général aux alentours de 0,3%. Cependant, les études ne montrent généralement pas d'effet du coenzyme Q10 sur l'insuline à jeun et sur l'indice OMA. Néanmoins, il est important de prendre en compte que la majorité de ces études ont un suivi en général qui est aux alentours de 6 mois et sont faites sur des doses de coenzyme Q10 plutôt faibles, aux alentours de 100 à 200 mg par jour. Merci beaucoup Aurélien pour toutes ces précisions, pour toutes ces informations. C'était vraiment passionnant. Je suis certaine que nos thérapeutes vont apprendre
beaucoup de choses très intéressantes sur le coenzyme Q10 et vont certainement l'intégrer davantage à leur pratique. Merci beaucoup de nous avoir guidés à travers toutes ces explications. Merci pour ta pédagogie. Bah, merci à toi Anne-Catherine encore une fois de m'avoir reçu. C'est fut un plaisir de discuter, sur un sujet qui me fascine, qui est le coenzyme Q10 et ses applications cliniques. Voilà, j'espère, avoir pu, expliquer, tout l'intérêt du coenzyme Q10 dans la prise en charge notamment de ces pathologies cardiovasculaires et métaboliques. En cliquant sur le lien ci-dessous, vous pourrez revoir ce podcast. Vous pourrez également accéder à la totalité de nos offres de formation dans l'espace académie. Enfin, vous pourrez découvrir nos solutions thérapeutiques et produits en lien avec le podcast que le docteur Aurélien Nunez vient de nous présenter. Merci beaucoup, à bientôt.